Et voilà, donc Frigide le disait, ah, le président Asselineau. Bah oui, le président Asselineau, président de l'UPR, le parti du Frexit, que François, mon cher François, vous avez fondé en mars 2007. Et il y avait eh bien un anniversaire d'ailleurs, il y a peu, qui, je crois, fut une belle réussite. C'est en tous les cas ce qu'a pu me dire Lara Stam, évidemment, avec qui je travaille. Bonjour François, bienvenue dans cette matinale. Bonjour François Asselineau. Eh bien, bonjour Nicolas Stocker et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben, je les ai un petit peu, je leur ai dit, j'ai dit attention, François Asselineau va tout nous dévoiler. Nous sommes dans une période d'apocalypse au sens du dévoilement et il y a beaucoup à dévoiler et d'ailleurs vous avez fait des vôtres, j'ai pu vous lire et vous voir et me régaler d'un certain nombre de vos posts et aussi d'interviews que vous avez fait dans des médias alternatifs qui marchent très très bien. En particulier, vous avez du fait de vos connaissances encyclopédiques un petit peu décoder la façon dont on va élire le futur pape, dont on élit les papes, la fumée blanche, mais pas seulement, la curie, les cardinaux. Donc, déjà, peut-être, François Asselineau nous dire qu'est-ce que vous avez, même si vous êtes un homme politique, même si vous devez, et je sais que vous respecterez plus la séparation qu'il doit y avoir entre le spirituel, le religieux et le laïque et le politique, ce que ne font plus nos hommes politiques, ce que n'a pas fait Macron de façon indigne, j'ai trouvé, durant ses funérailles. Quelle est votre analyse de ce week-end justement de funérailles? Écoutez, je suis d'accord avec vous que ce week-end a été marqué effectivement par les obsèques du pape François. Pour parler tout de suite de Macron, puisque vous en parlez, effectivement, ça a été un raté du début à la fin. Il est arrivé très en retard, donc il était au premier rang, il avait été placé au premier rang à quelques mètres de Donald Trump. Ni lui ni Brigitte Macron n'étaient là lorsque on a vu porter le cercueil du pape. Donc il y avait les deux places vides. C'est quand même très fâcheux d'arriver comme ça un quart d'heure en retard pour une aussi grande solennité quand même, devant en Mondiovision. Enfin, c'est quand même incroyable. Ensuite, Brigitte Macron, elle n'avait pas jugé nécessaire de porter la mantille, parce que vous savez que normalement, devant le pape, les femmes doivent porter une mantille, c'est-à-dire une voilette. Bon. C'était un usage qui, semble-t-il, a l'air de se perdre, d'ailleurs, je me permets de le souligner, se réfère aux déclarations, enfin aux propos plus exactement de saint Paul, que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, où il conseille justement aux femmes de porter un voile. Toutes les femmes, je rappelle au passage, parce que c'est sur les polémiques, vous savez, sur l'islam et le voile, je rappelle que en terre chrétienne et dans l'Église catholique, les femmes n'avaient pas le droit, jusque dans les années 1950, d'ailleurs 60 du XXe siècle, de sortir en cheveux. Elles avaient des foulards, elles avaient des voilettes. Si vous regardez la Joconde, si vous regardez bien, vous verrez qu'elle a une voilette. Alors, Madame Macron n'a pas jugé bon de le faire. En revanche, il y avait la femme de Donald Trump qui avait sa mantille. Bon, ce sont des détails. Mais quand on va dans une pareille solennité, le moins que l'on a pu attendre, c'est quand même de se plier aux usages. Comme disent les Anglais, do in Rome as the Romans do, c'est le cas de le dire. Il faut faire à Rome ce que... Bon. Or, Macron et sa femme sont arrivés. Alors, ils ont pris la veille au soir un air éploré devant le cercueil ouvert du pape. Le lendemain matin, ils arrivent un quart d'heure en retard. Et puis après, il y a eu cette scène assez burlesque que vous avez vue, où Donald Trump a rencontré Zelensky, là, ils avaient prévu ça. Et en fait, Macron a voulu jouer comment dirais-je, les maîtres d'hôtel, voulant mettre en relation. Et en fait, il voulait s'incruster. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il voulait taper l'incruste. Bon. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ça, alors là aussi, en Mondiovision quand même. On a vu que Donald Trump lui a fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu dans ce tête-à-tête. Alors, le plus extraordinaire de toute cette histoire, c'est d'abord tout ça, ça se passe à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre, à l'issue de l'office. Le pape n'est même pas enterré. On commence à discuter le bout de gras dans une chapelle, même dans un coin de la basilique. Mais en plus, il y a Macron dont on voit que la peine de la veille au soir était totalement artificieuse. La seule chose qui compte pour Macron, c'est de se mettre en avant tout le temps. Et donc, il a voulu s'incruster là-dedans. Trump lui a dit de dégager.
Et on a vu aussitôt, alors ça a été relayé sur les réseaux sociaux, notamment par moi, on a vu aussitôt des trolls de l'Élysée qui sont venus expliquer que pas du tout, Macron était vraiment quasiment le faiseur de roi, c'est lui qui avait organisé les choses, c'était un grand homme, etc., etc. Et puis patatras, vous avez vu peut-être que le journal britannique The Sun a embauché les services d'une femme dont la spécialité, justement pour les enquêtes judiciaires, est de lire sur les lèvres, hein, c'est ce qu'on appelle la lecture labiale, et elle a pu déchiffrer ce que disait Trump à Macron. Il lui a dit, écoutez, excusez-moi, mais vous n'avez pas votre place ici, ici vous n'avez pas le droit d'être là, s'il vous plaît, partez. Voilà. Et donc Macron a été obligé de partir, et puis il y avait un vicaire qui était là avec une chaise qui a dû remballer la chaise. Alors tout ça, ce sont des détails, mais ce sont des détails qui sont tellement révélateurs de la fausseté, mais tout est faux chez Macron, chez le couple Macron, tout est faux de A à Z, y compris dans une cérémonie comme ça. On voit bien d'ailleurs que Macron, il s'en contrefiche éperdument du décès du pape, que la seule chose qui compte, en fait, c'est de se mettre en avant. Alors, vous avez vu aussi parmi les rumeurs qui circulent, enfin, c'est plus que des rumeurs, puisque ça a été confirmé par deux sources. D'une part, par le cardinal hongrois Monseigneur R2, qui, soit dit en passant, fait partie, disons, des 10 papabili les plus crédibles pour le conclave. Et ça a été confirmé par un évêque britannique, c'est que Macron essaie de profiter de sa présence au Vatican pour rencontrer des cardinaux, notamment un cardinal polonais, et pour faire passer le message, et notamment les cardinaux français aussi, faire passer le message qu'il fallait surtout pas que lors du conclave, ce soit le cardinal Sarah qui soit élu. Alors, je dis ça pour votre invitée précédente, Brigitte Bardot, que je salue au passage. Voilà, c'est-à-dire que le cardinal Sarah, à mon avis, n'est pas du goût de Macron, qui a expliqué qu'il fallait absolument pas avoir un prélat qui serait trop conservateur et trop anti-immigration musulmane. Alors, bon, vous savez, les cardinaux, je connais, j'ai été à la curie, j'y ai passé 2 jours, c'était il y a un certain temps, j'ai expliqué ça chez vos confrères chez Idriss Aberkane, qui m'a accordé pendant 3 heures, il a pu m'interroger sur ma connaissance des arcanes du Saint-Siège. Les cardinaux, normalement, on dit que c'est le Saint-Esprit qui est à la manœuvre. Évidemment qu'il y a des pressions qui s'exercent, c'est pas nouveau, je l'ai expliqué, ça fait depuis des siècles et des siècles que les grandes puissances du moment essayent d'influer sur l'élection pontificale, y compris d'ailleurs à partir de 1590, il y avait 3 pays, c'était l'Espagne, l'Autriche et la France qui s'étaient arrogés le droit d'exclusive, c'est-à-dire de pouvoir jeter le veto sur tel ou tel cardinal. Louis XIV l'avait utilisé, mais l'Autriche, l'Espagne, pour empêcher l'élection d'un cardinal dont la tête ne leur revenait pas. Alors, c'est justement parce qu'il y avait des pressions qui ont eu lieu que petit à petit est apparue cette institution du conclave, qui n'existait pas pendant le premier millénaire. Après le premier millénaire, il n'y avait pas de conclave. Il y avait même parfois, c'était des papes qui choisissaient leurs successeurs. Après Charlemagne, c'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui faisait savoir celui qu'il voulait. Et puis, donc, à partir de Étienne IX, en 1058, c'est un pape qui dit il faut que ce soit les cardinaux qui choisissent le pape. Ça ne lui a pas réussi, puisque l'empereur du Saint-Empire romain germanique considérait que ce pape se mêlait de ce qui ne le regardait pas, et donc l'a fait assassiner. Mais c'est le successeur d'Étienne IX qui s'appelle Nicolas II. On parle bien des papes, on ne parle pas de l'empereur de Russie en 1917. C'est Nicolas II qui a décidé que ce serait uniquement les cardinaux qui choisiraient le pape. Donc c'est, vous voyez, en 1058. Donc c'est quand même plus de 1000 ans après la mort du Christ. Oui. Et puis il a fallu encore attendre 300 ans pour aboutir à ce conclave, cum clave, avec une clé, ça veut dire en latin, c'est-à-dire on met les cardinaux sous clé. Et on les met sous clé pour quelles raisons ? D'une part, pour éviter justement qu'il y ait des pressions qui s'exercent sur eux. Donc voilà, ils sont enfermés dans un bocal, en l'espèce dans la chapelle Sixtine, à partir du moment après qu'elle a été construite et peinte, comme vous le savez, sur les murs, par les fresques notamment de Fra Angelico et de Pinturicchio, et puis il y a évidemment
le jugement dernier et la voûte qui ont été peintes par Michel-Ange sous le pape Jules II, donc c'est à la Renaissance. Donc à partir de, on les met dans la chapelle Sixtine au Vatican. Donc ça c'est la première chose, c'est pour qu'ils ne soient pas sujets à des pressions pendant les jours de vote. Et la deuxième chose aussi, c'est pour leur faire une pression pour qu'ils accélèrent le mouvement. Parce qu'au Moyen-Âge, on a vu des conclaves qui duraient, les cardinaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il y en a qui repartaient en villégiature, ils revenaient 3 mois après, enfin ça n'en finissait plus. Et donc, il y a eu des cas de conclave où les cardinaux non seulement étaient enfermés, mais on leur a même coupé les vivres, ils avaient plus pour qu'ils se dépêchent pour choisir le nouveau pape. Alors il y a un petit peu de ça, il y a quand même une forte pression, ce qui permet d'anticiper que, ça a été le cas d'ailleurs de tous les derniers conclaves, que ça ne va pas durer plus de 48 heures en fait. Donc le résumé, c'est qu'entre le 5 et le 10 mai, on n'a pas encore la date exacte, il va y avoir le conclave qui va s'ouvrir, et puis normalement, donc 2 jours après, on devrait avoir le nom du nouveau pape qui devrait sortir. Exceptionnellement, ça pourrait durer 3 jours. Bon, il est prévu que si au bout de 3 jours, ils ne se sont pas mis d'accord, il y a une journée de prière sans vote, et puis après on recommence. Enfin, pour l'instant, ça ne s'est pas produit comme ça, parce que en réalité, il y a beaucoup de cardinaux qui n'ont pas non plus très envie que ça s'éternise sur la question. Et puis il y a des dynamiques électorales qui se mettent en place, semble-t-il, d'après les échos que l'on a, parce que vous savez que normalement, les commentaires, normalement, les participants à un conclave n'ont pas le droit de raconter comment ça s'est passé sous peine d'excommunication. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.